Oui, bonsoir, bonsoir à vous et bienvenue ici dans cette bibliothèque d'Antoine. Permettez-moi de le présenter en quelques mots, Jean-Luc Dubard, et il m'appartient, paraît-il en tout cas, de présenter ce soir 3 auteurs de bande dessinée. Alors c'est tout à fait comique, c'est tout à fait plaisant parce qu'il marquait ambiance talk show. Et figurez-vous que j'ai justement un frère jumeau, un monozygote, pas un dizygote, un monozygote, un vrai de vrai, un alter ego, enfin un double de moi-même qui est précisément, je vous le donne en mille, animateur de talk show. Où ça? À New York City. New York City. Et nous allons essayer, c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a un peu stressé, c'est vrai, tu sais, Risbo, on est un peu stressé parce qu'on va essayer d'entrer en duplex, live. Oui, mais ça va, il est réveillé. Et le voilà, nous allons l'entendre tout de suite. Oui, un peu plus fort. Le contact est mauvais. Good evening to you. And thank you very much for your presence this evening at the Antoine Library for the presentation of 3 comic book authors, Risbo, BriFX, and Fred Drouart. I would like to thank Patrick, director, but also Donovan, Guillaume, Matthew, Pierre, Veronique, and Crystal for not having called on an artificial intelligence but on a being of flesh and blood. I also thank them for asking me to present these authors in the manner of an American talk show. Thank you very much and have a great evening. Merci, c'est Jean-Marc. Moi c'est Jean-Luc, mais lui c'est Jean-Marc. Mais je ne sais pas pourquoi l'image était fixe comme ça. C'est le contact, c'est un problème. Ça, ben oui, c'est toujours la même chose hein, avec ces duplex. Mais enfin, voilà, donc mon frère jumeau, en substance, il dit « Heureusement, la bibliothèque d'Antoine n'a pas fait appel à une intelligence artificielle, mais à un être de chair, et même de bonne chair, et de sang, pour présenter à la fois Risbo, mais également Gris. Et enfin, il se cache bien sûr derrière le prologue de Crystal Dagger, d'accord, Fred Drouart. Alors attention, parce qu'ils font bien les choses, vous savez, ici Antoine, c'est vraiment nickel chrome, une musique pour annoncer Risbo en personne qui va dessiner. Comme mon frère a parlé en live, eh bien il va dessiner en livre aussi, toi. Tu dessines en livre, toi. Ah ben c'est bien. Tu dessines des livres en livre. Ah ben voilà. Oui, c'est bien sûr. Hein. C'est ça l'ambiance talk show, enfin. Attention, on va voir si c'est vraiment toi qui dessines tes bouquins. Je découvre le matériel. D'accord? Parce que ça, c'est toujours un peu délicat. On va voir l'escroc que je suis. Oui, exactement. Et pourquoi tu as un papier calque là, juste... Je sais pas, je découvre en même temps que toi le matériel sur cette table en fait. Alors, il a été dit dans la petite mise en scène tout à fait extraordinaire qu'on a concoctée pour vous, que durant ce temps-là, du dessin, eh bien, je vais dire une brève biographie de notre Risbo, à savoir Boris Chantry. Alors, Risbo est un jeune auteur, autodidacte. Prête bien l'oreille, hein. Risbo, on ne sait jamais, je peux toujours dire des bêtises, hein, ça peut m'échapper. Diplômé de l'enseignement général, qui se caractérise, cet enseignement général, par une absence totale, on est bien d'accord, de cours de dessin. Quasi totale. On va dire total. Bon, total. Bon, je vais changer. Par une absence quasi totale de cours de dessin, Risbo, entendez par là, Boris Chantry, s'inscrit à Saint-Luc dans le stylisme d'objet. Après ce bachelier, il poursuit un master à la Cambre, toujours dans le design et la création, dont il a d'ailleurs fait désormais sa profession. Le crayon, cependant, l'a toujours titillé.
Donovan aurait dit « le crayon l'a toujours miné ». Vous voyez, mais, moi, je n'ai pas repris, je n'ai pas voulu reprendre la phrase de Donovan, mais c'était intéressant quand je... Parce qu'il a dit « ah, après ça, je me taille ». Il a dit, je n'ai pas repris non plus. Avec des amis, plutôt en binôme, il réalise des historiettes, comme il les appelle. Très vite, cependant, il se rend compte qu'il ne veut pas être prisonnier de ces mêmes binômes. Et totalement indépendant alors, il commence un travail à la fois de scénariste et de dessinateur. Pas simple, n'est-ce pas, Risbo, d'être à la fois scénariste et dessinateur. Et de répondre en dessinant, et faire semblant d'avoir une oreille attentive par rapport à tout ce que je peux dire, sur ta vie, sur tes passions, sur tes désirs, sur tes pulsions, c'est vrai. Oui, je ne vais pas, oui, j'arrête, je me laisse toujours emporter, moi c'est fou cette histoire-là. Boris aime la science-fiction, le monde de l'imagination, de l'imaginaire. Il veut aussi qu'on remarque sa patte, sa griffe, son identité graphique. La voici, on la voit justement prendre forme. En surfant sur le net, il fait la connaissance de scénaristes, dont l'un apprécie son personnage coiffé d'un masque de poulpe. Je suppose qu'il va arriver, ce masque de poulpe. Alors là, c'est vraiment un mot tout à fait imprononçable. J'ai déjà des difficultés de rhétorique et d'élocution, mais alors là, ton personnage, comment s'appelle-t-il, s'il te plaît? Risbo, c'est impossible à dire ça. Ah, il s'appelle Cthulhu Boy. Cthulhu. Ouais, mais quand tu l'écris, c'est plus difficile que... Tu veux que je l'écrive? Allez, oui, écris-le. Je vais essayer de ne pas faire de pause. Mais fais toutes les lettres, hein, s'il te plaît, parce que... C'est du Picard, en fait. Non, regarde, c'est un T après le C, c'est pas un H. C'est Cthulhu, Cthulhu Boy, mais c'est facile, finalement. Ben oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, enfin. Allez, je pars ce paragraphe-là, d'accord? D'accord. Un personnage principal dont le nom est aisé à prononcer. Voilà. Il signe donc sa première bande dessinée qui sort à peine du four de la rotative. Enfin, si tant est qu'une rotative puisse chauffer. Puisque j'ai eu l'occasion de la découvrir, cette même bande dessinée, le 24 novembre dernier. Donc c'est effectivement tout chaud. Le titre est tout à fait révélateur, puisque la BD s'intitule Weird. Vous voyez, comme mon frère Jean-Marc, hein, j'ai ce bel accent anglais, anglo-saxon, weird. Hein, on pourrait croire que ça se prononce différemment, mais non, c'est weird, c'est-à-dire étrange, bizarre en anglais. Et il est vrai que nous sommes plongés dans un monde bizarre, étrange, où faune, flore et paysages et roches forment un univers tout à fait psychédélique. Nina, l'héroïne du récit, a quant à elle des pouvoirs tout à fait élastiques. À plus d'une reprise, la physique que nous connaissons est mise à mal et nous perdons tous nos repères terrestres. Well, thank you, Irvan. Risbo. What do you think about? Écoute, je pense que pour faire ma bio sur Netflix, les infos sont plutôt bonnes. Merci. Merci à toi. Non, c'est rien. Je signe rien. Pour les droits, c'est important. Et est-ce que tu as terminé ton dessin? Ouais, sinon c'est sur la table ensuite. Et comment pense-t-on à un moment donné un personnage avec un masque de poulpe? Mais viens. Alors, que s'est-il passé dans ta vie pour représenter un personnage? Ah, tu te mets là, toi, carrément? Tu m'aurais mis où, Jean-Luc? Ben, je ne sais pas, moi. 19, le retour de la guerre. Ambiance. C'est pas très américain. Non, mais ils ont l'art ici, Antoine. Je m'attends toujours à ça. Je m'attends toujours à Barnier, à Macron, à Valls. Ah, c'est Non, mais j'ai et voilà. 3 jours après, le canard était toujours vivant. Hein, pour les plus anciens d'entre nous. Voilà. Donc, premier auteur, Risbo. On peut passer déjà à la deuxième diapo, si ça ne te dérange pas. 39 ans, 39 ans. humanité générale, Tout à fait. bachelier
en stylisme d'objet, donc C'est vrai. rien à voir avec la bande dessinée au départ. Rien. Master de design à la Cambre, autodidacte pur et noble. Tout ceci est vrai. Tout ceci est vrai. Alors, donc ton personnage. Oui, donc tu me demandais comment est-ce qu'on arrive dans, Ouais. dans une vie à dessiner un personnage avec une tête de poulpe. Ouais, exactement. C'était pas une volonté. En fait, comment j'ai créé ce personnage avant d'en faire un personnage de bande dessinée, c'était lors d'une formation de web design. Je m'y étais retrouvé avec un pote, on s'est fait un autre pote, parce qu'on est assez sociaux, et on s'est dit, nous, on kiffe la BD, on kiffe les costumes chelous. Si chacun d'entre nous se crée un petit avatar comme ça, qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire des histoires ensemble, chacun dessine son personnage, ou alors tout le monde dessine une page des personnages de tous. Enfin bref, c'était un truc un peu bordélique, mais toujours est-il que c'est comme ça que je suis arrivé à jeter quelques traits sur cette feuille de papier, dans la volonté d'abord de faire un personnage avec des dreadlocks, un peu comme le Predator, si vous voyez, un espèce d'extraterrestre avec... ça dit quelque chose à... En BD? En BD? Non, non, non. Non, non, le film. Le film, ouais. Oui. Le film Predator, ouais. Qui a vu? Ça fait Van Damme normalement dedans. Oui, mais c'était pas Van Damme finalement. C'est pas belge. Oui, oui, qui devait être Predator. Predator, c'était Van Damme, ouais. Et en fait, quand j'ai dessiné ça, je me suis dit, bah, ça ressemble pas tant à des dreadlocks qu'à des tentacules. Donc voilà, ce sera une tête de poulpe. C'est un accident. Je suis en train de vous parler d'un accident. Alors, comment élabore-t-on une première bande dessinée? Oh là 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 La là. vaste question. La vaste question. La question bateau. La question bateau, et par contre la réponse, ben, je vais un peu te l'improviser, hein, j'y avais pas réfléchi. Ça prend là comme ça, donc pour vous dire, moi je suis un peu la caution non professionnelle de la soirée. Je fais ça à côté de mon boulot, et ça, comme tu l'as expliqué tantôt, c'est d'abord une envie qui est née de complicité avec des potes. On s'est dit, bah, on va se faire un petit projet ensemble. Je me rends vite compte que c'est pas un petit projet, une bande dessinée, c'est un gros projet. Ça implique tellement de notions de dessin, de costume, d'architecture, de mise en scène, de dialogue, de narration. C'est très chronophage, ça demande de se nourrir énormément, pas que de burgers, mais toujours est-il que voilà, l'envie naît comme ça, on essaye d'assouvir ça, et on se rend assez vite compte qu'il y a quelque chose qui coince parfois ça demande de faire beaucoup de sacrifices, et on n'est pas tous égaux parmi les copains face à ce type de sacrifice. Il faut introduire une certaine radicalité dans sa vie, non? Quand on est artiste, et de façon générale, de toute façon. Tout à fait. Je pense que dans beaucoup de domaines créatifs, ce sont des activités qui peuvent t'isoler quand tu la pratiques. Donc, moi, j'écoute pas mal de podcasts sur la bande dessinée. J'entends beaucoup de témoignages de gens qui disent, voilà, moi, je suis très solitaire dans mon activité. Tiens, on leur demande, qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Ben, moi, j'ai surtout dessiné plus que lu dernièrement. Donc voilà, c'est quelque chose de très chronophage, mais, toujours est-il, ouais, on en était où, Jean-Luc? Non, mais c'est bien, c'est très bien. Tu réponds à ma question. Donc une certaine forme de radicalité dans sa vie, écrire une bande dessinée, mais justement, tu Oui. surfes sur Internet Oui, et oui. tu trouves un scénariste qui aime Oui, bien ton personnage, Tout à et fait. là, il crée un scénario pour toi, Voilà, sur mesure. Sur Voilà, mesure. tu vois, c'est ça le fil. C'est ça le fil que Bon. j'avais perdu. C'est ça, mais continue là sur le fil. Hein. Ah oui, donc ensuite sur ce fil, donc je suis venu là justement parce que je me suis rendu compte en ayant très brièvement, en m'étant dit je vais pouvoir faire ça tout seul comme un grand. En fait, c'est compliqué d'allier sur son temps libre le dessin, le scénario, la couleur. Je vais plutôt aller voir sur Internet. Moi qui n'ai pas du tout les réseaux sociaux dans mon ADN, j'ai quand même franchi ce cap. Et là, j'ai trouvé donc sur un site spécialisé dans la bande dessinée, amatrice, Jean-Luc? Un site amateur. Un site amateur de bande dessinée amatrice. Et donc là, j'ai lu quelques petites histoires de ce gars-là qui me semblait assez sympathique. J'accrochais bien à son univers. J'ai passé un dimanche entier à me construire un book sur mes quelques petits bricolages que j'avais accumulés sur toutes ces années. Et je lui ai envoyé.
Et assez rapidement, comme quand tu envoies un message à une nana, tu te dis ah, elle va me répondre quand. Ben là, Nicolas m'a répondu assez vite. Donc il m'a dit écoute, voilà, ce que tu me proposes là, je trouve qu'il y a des choses assez sympas, notamment ce personnage à tête de tentacule. Il n'a pas parlé de dreadlocks, il a tout de suite vu des tentacules aussi. Et il s'appelle la peluche. Il s'appelle la peluche. C'est pas son nom. Non, il s'appelle Pluchon. Et il s'est dit, ah ben, je vais changer quelques lettres, ça va faire la peluche. On va revenir quelque peu en arrière, en fonction des diapos. J'ai parlé aussi, dans cette brève bio, de tes historiettes. Et il y en a une qui te tient à cœur, à savoir... Ah, celle du chat. Ah, ça voilà. Le chat qui pêche. Le chat qui pêche. Et alors, je me suis permis justement de reprendre l'intégralité. On ne va pas tout lire, mais explique-nous cette légende urbaine en quelque sorte, et on se retrouve à nouveau à Paris, puisqu'on vient d'entrevoir Macron. Eh bien, on est à deux pas. On est à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et tu vois, j'ai même situé. T'as bien fait ça. Ah, mais dis. Figure-toi que j'ai vu cette rue en Rispo, quand vrai. on fait les choses, on les fait bien. Ma mère m'a toujours dit ça. La mienne aussi. Ah ben voilà, tu vois, et elle est dans la salle en plus. Elle est dans la salle. Et c'est la première fois que je vois Rispo. J'ai jamais vu. Je lui ai parlé au téléphone. C'est la première fois qu'on se voit. ces fameuses 20 minutes qui sont devenues plus d'une heure. Dis, oui, ma note de téléphone, tu peux pas t'imaginer. Mais ça, on se verra par la suite. Alors, si ça ne te dérange pas, vers 10h. Chaque chose en son temps. Ben oui, justement. On réglera tout ça après. Ouais. Allez, la rue du chat qui pêche, elle existe. Elle existe tout à fait, donc c'est une légende, je ne sais pas du tout qui en est l'auteur, mais toujours est-il que ça raconte l'histoire d'un alchimiste qui, semblerait-il, a la capacité de se transformer en chat. Et un chat très caractéristique parce qu'il avait cette faculté de donner un coup de patte dans la Seine et paf, le poisson était pêché. Ici donc on a affaire à un petit quatuor de gamins très intrigués justement, qui a eu vent de cette légende. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Comment se fait-il? Oui. J'ai entendu cette histoire du chat qui pêche. Ben voilà, ils le constatent. Vraiment, ce chat arrive à pêcher comme ça, d'un coup de patte. Ils le suivent jusqu'à chez lui. Le chat rentre. Qu'est-ce qui sort? L'alchimiste. Ça semble quand même clair comme de l'eau de roche. Le chat est l'alchimiste. Cet homme est un sorcier. Il y a quelque chose de diabolique là-dedans. T'imagines donc 4 petits gamins comme ça qui se font des films dans leur tête, ça paraît évident. Quelle autre solution est plus logique que ça? Du coup, ils le suivent à nouveau. Ça, sur la page d'après. Voilà. Mais ton cousin suit bien, tu sais. Je suis. Ah oui, c'est mon cousin qui fait ça. Ah oui, c'est ton cousin. Non, vous restez en famille. Hein. Et donc, finalement, une petite touche de couleur quand même pour faire avancer le récit. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce pauvre chat? On va tout dire? Pardon? On va tout dire, ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Comme vous voyez, 4 petites pages. Je le vends même pas. Donc, même 5. Même 5, ouais. Donc il le tue? Il le tue. Et qu'est-ce qu'il constate quelques cases plus tard? Ben, l'alchimiste est toujours là. Petite erreur de jugement. Et le chat aussi. Et le chat aussi. Et le chat aussi. Et il y a encore une 5e page, non? C'est la même? Parce que... Non, mais alors du coup... Qu'est-ce que je t'ai envoyé? Ben oui, parce que tu m'as envoyé la page 5 aussi. Alors je me suis dit, tiens, ils ont tué le chat, mais le chat, Rispo a fait une fausse fin. D'accord? Et en fait, il tue le chat, mais le chat, malgré tout, revient. Et donc, c'est une histoire qui part à l'infini. C'est comme ça que je l'ai interprété, Rispo. Mais tu sais que je me surprends moi-même avec cette 5e page? J'ai toujours eu l'art de surprendre les gens comme ça. Mais tu t'y prends bien? Non, ben écoute, ça c'est... on va mettre ça sur le compte de l'informatique. Tu mets page 5, hein? Ouais, tu comprends? Ouais. Mais il y a dû y avoir une sorte de remontage. En fait, vous voyez peut-être pas de loin, ici il est mis 14, donc ça fait 10 ans. Donc moi je le redécouvre là, si tu veux. Oui, mais tu vois, alors du coup ça devient aussi extraordinaire, puisqu'il tue le chat, mais le chat revit, et donc tout le monde va revivre, le magicien aussi... Enfin, on peut tout interpréter. On en parlera encore pas mal avec Fred Druard, où toutes les fins peuvent être interprétées. D'ailleurs, j'ai interprété certaines fins. Il m'a dit, comme ça, bon, on ne dira pas tout à Fred, mais il m'a dit, ah oui, mais tu ne penses pas qu'il y a une autre hypothèse possible? Bien sûr, parce que toute lecture est réécriture. En fait, on lit une BD, il y a 30 personnes ou 40 personnes ce soir, et il y a 40 manières d'appréhender le texte, d'appréhender les BD. On est bien d'accord? On est tout à fait d'accord. Donc, lire, c'est réécrire. Et donc ça, c'est ça que je trouve vraiment très très beau dans la littérature, dans le dessin, quel qu'il soit.
Alors, de ça, de ces historiettes, on passe, oui Mathieu, à ça. C'est un univers radicalement différent. On a Totalement déjà parlé différent. de l'homme au visage de poulpe, au masque de poulpe, et maintenant on est dans Weird, l'étrange, le bizarre. Ce monde avec Nina qui a passé une frontière, une faille, c'est comme dans Harry Potter, c'est le quai 9 3/4 si je ne me trompe, et voilà. On est un peu dans ce genre de délire, c'est vrai. Donc, c'est l'heure où je parle de Weird, c'est ça? Oui, c'est l'heure. Attends. Oui, oui, oui. Ah oui, on l'avait dit. Hein. On À l'avait dit. 20h17, tu parles de Weird. Weird, Weird. Donc Weird, alors, comment les images vont-elles s'enchaîner? Donc voici effectivement le personnage de Nina qui ouvre le récit. Et Nina donc, est une jeune fille qui subit une altercation en tout début d'histoire. Et en fait, elle se retrouve très vite projetée dans une sorte de dimension parallèle, en tout cas ça en a tout l'air. Et c'est un univers qui lui est tout aussi étranger que le lecteur. Donc que va faire le lecteur? Il va découvrir l'univers en même temps que son personnage principal. Et donc on va la voir évoluer, rencontrer des créatures, des biomes assez étonnants, d'autres personnages. Ensuite, je ne sais plus. Et encore une fois, il n'y a plus de loi physique. La physique elle-même, la Ils physique... sont non pas ouais. téléportés, mais enfin on ne comprend pas bien. Il y a ce volcan qu'ils peuvent voir Tout de à fait, face, ouais, ou- ce phénomène de mirage. ce phénomène de mirage. Il y a ce quatrième personnage qui peut apparaître et qui fait partie de la planète, d'accord, mais qu'on ne voit pas, qu'on découvre Tout à rien, fait, parce ouais. qu'en fait c'est un diptyque. C'est un diptyque. Et pour le moment, je vous propose la première moitié. D'accord. Et donc on ne sait pas si Nina, justement, l'héroïne, gagnera la Terre, parce qu'en fait elle est terrestre, cette Nina. C'est une terrienne, tout à fait. En vrai, moi, je sais ce qui va lui arriver à la fin, mais vous n'en avez pas encore l'opportunité, c'est vrai. Et ça paraîtra comment? Oh, ça, c'est la Ouais. question. Hein. Oh, compliqué. On en parlait encore hier soir avec le mes scénariste, camarades. justement. Ouais, tout à fait. Est-ce que, Oui, est-ce que dis-moi. tu te trouves dépendant de ce scénariste, finalement? Non, 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 non. Là, je suis dans un cas de figure où Nico a de l'avance sur moi. Oui, mais tu réponds quand même. Il te donne un scénario. Ah oui, oui, oui. Dans oui. ce Ah, non, sens-là. non, non, Est-ce que oui, tu dois je vois, je vois. respecter, d'accord, En fait, Stephen Sensu, ce oui. qu'il te donne? Nico donc écrit le corps principal de l'histoire. Moi, je le suis d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges déjà graphiques, puisque moi c'est mon langage. Des choses que je vais dessiner, lui proposer pour tester, vont parfois lui générer d'autres idées qui vont soit nous emmener vers une autre narration, soit vers juste, tu parlais de cet univers étrange, ça va lui donner des idées justement pour donner des caractéristiques à ce nouvel univers. Donc, c'est ça que, même s'il reste le scénariste principal, on effectue une sorte de ping-pong, lui et moi, qui fait qu'on est quelque part deux architectes de cet univers. Co-créateur. Co-créateurs, tout à fait. D'accord. Bien. Moi, j'aimerais bien aussi t'interroger, on pourrait terminer par là, Risbo, sur ce financement participatif, parce que ce n'est pas facile de publier Oh, une mon bande Dieu. dessinée. Alors, comment as-tu fait, toi? Eh bien, donc, Nico, le scénariste, avait déjà écumé quelques salons de bande dessinée. Il a la plupart du temps eu de bons conseils, mais jamais de contrat à la clé. Donc, dans notre esprit, à lui et moi, et ensuite à Isabelle, notre coloriste qui nous a rejoint quelques années plus tard. Millennium. Millennium, tout à fait. On s'était dit, ben, ça restera au moins une belle aventure entre nous qu'on publiera gratuitement sur Internet, même si notre rêve, c'est le tangible, c'est les pages que tu tournes, le papier que tu effleures. C'était un doux rêve pendant longtemps. Et en début 2024, la compagne de notre coloriste, bibliothécaire, s'est dit un coup de folie. Je vais me lancer dans la micro-édition. Donc elle nous en parle comme ça, Nico et moi. Et on fait, oh, peut-être une concrétisation. D'accord. Et de fait, elle et moi, on avait déjà écumé pas mal les sites de crowdfunding, mais de l'autre côté du miroir. Nous, on donnait les sous, tu vois. On recevait les livres ensuite. Et on s'est dit, bah, on va essayer de faire l'inverse. On va demander des sous pour nous, ensuite distribuer le livre. C'est toujours un risque, Risbo. C'est toujours un risque. À la fois pour toi, mais aussi pour les gens qui ont donné 50 ou 100 euros, s'ils ne retrouvent pas C'est- leur bille. En fait, le principe de ce genre de site, c'est que si la somme que tu demandes, que tu étudies pour être valide, pour pouvoir donner vie à ton projet, si elle n'est pas réunie, tout le monde est remboursé. Donc,
c'est quand même un système qui, au final, laisse place à peu de risques en réalité. Moi, j'ai donné un jour un peu d'argent. Tu t'es fait escroquer hein, et ça, c'est la parenthèse, je suis désolé. C'était quoi, dis-moi? Ah non, je peux pas commencer à citer les noms, enfin. Non. Tu es délateur comme ça, toi? Non, bah alors non. Je t'aurais pas laissé répondre, en vérité. Non, mais c'est vrai que j'avais quand même été étonné en disant, ben voilà, le projet n'a pas abouti. Ouais. Et malheureusement, on ne m'a pas recontacté après. Écoute, moi, j'ai plutôt une quinzaine de bonnes expériences, donc j'ai peut-être plus de chance. Une quinzaine? Ouais. Et pourtant, c'était la première bande dessinée. Oui, mais je te parle de l'autre côté du miroir où j'ai reçu une quinzaine de livres, moi. Ah. J'ai donné 15 fois de l'argent et j'ai toujours eu mon dû. Et alors, c'était 500 exemplaires? C'était combien d'exemplaires? Alors, en termes de production, justement, là, c'est l'avantage que nous, on avait grâce à ce système, c'est que Équipe Réduite dit qu'on a davantage de responsabilités chacun. Et j'ai pu vraiment mettre les mains dans le cambouis pour façonner un peu l'objet que je désirais. Donc choisir le type de papier, le type de format. J'ai fait la maquette de ce livre, donc j'avais une quasi-totale liberté. Et on a d'abord les filles donc, qui viennent de région lyonnaise, sont entrées en contact avec un imprimeur là-bas. Elles ont déjà consulté quelques-uns de leurs ouvrages pour se faire une idée de la qualité du truc. Des trucs très satisfaisants. Elles m'ont envoyé une BD justement pour que je puisse me faire mon idée. On s'est dit, bah ouais, ça c'est du bon travail, c'est le genre d'objet qu'on aimerait pouvoir réaliser. On fait d'abord un premier test d'impression chez cet imprimeur, donc en numérique, comme chacun pourrait faire chez soi. Le rendu des couleurs est pas terrible, c'est baveux, mais là, on nous explique, si vous voulez, on peut passer en technique offset, donc comme de vrais livres. Ça implique quoi? Ça implique, si vous voulez le même coût à l'exemplaire, c'est d'en imprimer 2 fois plus. Donc là, on commence à étudier comment on fait ça, qu'est-ce qu'on peut se permettre comme prétention de budget, voire pour donner un maximum de chance à ce projet de vivre. Donc, plutôt que les 250 exemplaires initiaux qu'on avait envisagés, on s'est dit, on va en faire 500, mais ils seront tous plus beaux. C'est vrai. Et donc, c'est là qu'on s'est retrouvé à demander donc, une somme de 4 000 €, qu'on a pu dépasser un peu, et donc enrichir un peu le bouquin par rapport à nos espérances initiales. Avec un petit récit, notamment, qui lui aussi a une dizaine d'années maintenant, mais qui vient compléter narrativement l'histoire qu'on propose. Impeccable. Et donc le deuxième tome pourrait paraître conditionnel. Ici, on parlait d'une année et demie avec mes camarades. Ouais. C'est souvent ça, je crois, un an et demi pour faire paraître une bande dessinée. Ouais, c'est un processus qui est long, tout à fait. Je suis désolé, Boris ou Risbo, mais le temps passe, tu sais. Il y a 2 autres auteurs. Déjà quand on a commencé à -10, -5, c'était une catastrophe, ça, sur le plan du timing et de la chronologie. Mais tu m'as laissé mes 20 minutes malgré tout. Facilement, ouais. Facilement. Donc ça va. C'était pas le coup de téléphone de la fois passée, mais... Non. Bon, on aurait embêté les gens, je crois. Bah, c'est ça, je sais pas, moi, oui, peut-être. Allez, on passe au suivant, alors, Merci beaucoup, vraiment, Mais je t'en prie. vraiment.